il a un lien familial, puisque c'est son petit-neveu. Donc inutile de vous dire qu'il dispense ses conférences à des publics très sélectionnés. Il vous expliquera donc certains aspects de l'œuvre de Toulouse-Lautrec, mais évidemment on attend beaucoup de lui, des révélations, des anecdotes, en tout cas une conférence très vivante et je suis très contente qu'il puisse nous la faire ce soir. Alors sur le plan professionnel, Bertrand Duvigneau a été longtemps président de Christie's Monaco, qu'il a quitté il n'y a pas très longtemps, et il s'occupe maintenant d'une fondation pour la restauration de monuments dans le monde, dont il est très content. Et donc il dira peut-être un mot. Alors voilà pour les présentations. J'ai juste une précision à vous donner pour la prochaine conférence qui aura lieu le 1er décembre. Conférence donc animée par Daniel Urvy qui précise que dans le texte qui vous a été remis à l'entrée, si vous ne l'avez pas pris, prenez-le. Donc à une certaine page, dont je n'ai pas le numéro, il y a une fausse coquille. Alors, vous pouvez lire le mot ruine, et Daniel Urvy a barré le i, parce que le terme exact est le mot rune. Voilà, cette précision étant faite, nous allons pouvoir commencer. Les diapositives. Merci Emmanuel, merci beaucoup et bonsoir. Merci de m'avoir invité à parler devant votre auditoire. Je suis très impressionné parce que je ne connais pas bien la science qui est la vôtre. Je n'ai ni le vocabulaire, ni la formation, ni l'expérience. Et je disais tout à l'heure à une amie qu'en plus je parle ce soir d'un membre de ma famille, effectivement, Henri Toulouse-Lautrec était mon grand-oncle. Et c'est toujours délicat de parler de sujets qui touchent plus ou moins à votre famille. Ceci dit, à la fois chronologiquement et aussi en raison de ma vie, je n'ai pas un investissement très personnel dans la mesure où j'ai pris beaucoup de recul, ce qui n'était pas le cas de ma mère. Ma mère était donc sa propre nièce. Ma mère était la fille de son double cousin germain, vous verrez tout à l'heure sur l'écran son portrait, Gabriel Tapier de Céléran, dont la mère et le père étaient cousins germains et ils étaient les frères et sœurs des parents de Toulouse-Lautrec. C'est un peu compliqué, mais il y avait beaucoup de mariages en province, dans ce milieu, dans la même famille, et donc un frère et une sœur ont épousé un frère et une sœur. Ils étaient cousins germains. Un de ces ménages a eu comme fils Henri de Toulouse-Lautrec et l'autre, mon grand-père, Gabriel Tapier de Céléran. Pour rendre les choses encore plus compliquées, mon grand-père a épousé lui-même sa cousine Anne de Toulouse-Lautrec. Et donc, heureusement, ma mère a été chercher mon père tout à fait dans une autre direction. Je dis cela un peu en souriant, mais en fait, il a été dit, il a été étudié, il a été même plus ou moins prouvé que ces mariages consanguins ont entraîné en partie la maladie de Toulouse-Lautrec, cette fragilité osseuse sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, puisqu'elle est un des éléments fondamentaux de la formation de cet homme et de sa vie. Alors, si vous voulez, on va commencer par la première diapositive, qui représente une ville que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une petite ville du sud-ouest de la France. C'est la ville d'Albi, dans la région de Toulouse. La famille de Toulouse-Lautrec étant donc originaire de cette région, puisqu'elle descendait des comtes de Toulouse et des vicomtes de Lautrec. Et en fait, en réalité, la famille vivait dans un hôtel particulier. La suivante, s'il vous plaît, qui est sur les... Ah, ceci, c'est le palais des archevêques d'Albi. J'ai choisi de vous montrer cette diapositive parce que c'est maintenant le siège du musée Toulouse-Lautrec. C'est assez ironique, mais lors de la séparation de l'Église et de l'État, donc ce palais des archevêques a été exproprié par l'État français, qui l'a gardé comme un musée assez vide en fait. Et en 1900, après la Première Guerre mondiale, en fait, mon grand-père et la mère de Toulouse-Lautrec ont fait la donation qui constitue maintenant le musée Toulouse-Lautrec d'Albi, qui est logé dans ce palais que l'on appelle le palais de la Berbie, qui est donc l'ancien palais des archevêques au pied de la cathédrale. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez donc la maison qui est un hôtel particulier en briques, qui est construit sur les remparts de la ville.
et qui est toujours habité, que nous habitons toujours, et qui en fait est un hôtel, il ne s'appelle pas du tout l'hôtel de Toulouse-Lautrec, il s'appelle l'hôtel du Bosc, parce que les grands-mères de Toulouse-Lautrec, ces deux grands-mères étaient sœurs en fait, puisque ses parents étaient cousins germains, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ses grands-mères étaient sœurs, elles s'appelaient Louise et Gabrielle du Bosc, et elles avaient donc cette maison construite sur les remparts d'Albi. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez donc un fusain, portrait au fusain de mon grand-père, Gabriel Tapiet de Céléran, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un jeune adolescent de 13 ans. Il avait 6 ans de moins que son cousin germain, Henri, et il était très rapidement devenu son cousin préféré, jusqu'à devenir son ami le plus proche. Ce n'est pas évident, on n'est pas toujours très lié avec forcément lié avec ses cousins, pas forcément lié avec ses cousins germains. Et il y a un élément qui a beaucoup entraîné cette amitié entre Toulouse-Lautrec et mon grand-père. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez une photographie qui représente, on les voit tous les deux, leurs deux profils alternés. Et on voit qu'ils ont pris plaisir à poser ensemble pour cette photo en profil. La suivante, s'il vous plaît. Et l'élément qui a compté et qui a certainement attiré Toulouse-Lautrec dans la personnalité de mon grand-père, c'est qu'il était médecin. Il avait, à la différence de tous les autres cousins et de tous les autres membres de leur famille, ils avaient choisi de faire des carrières parallèles et tout à fait différentes, puisque Toulouse-Lautrec a travaillé dans les ateliers. Je reviendrai tout à l'heure sur le début de sa carrière et sa formation, mais il avait décidé d'être un peintre, et il avait décidé d'être un peintre sérieux. Il n'avait pas du tout décidé d'être un peintre amateur, comme l'étaient beaucoup de membres de sa famille avant lui. Lui avait décidé d'en faire sa profession et même de gagner de l'argent. Il a gagné pas mal d'argent à partir des années 1890. Il était un peintre assez connu, il avait des commandes, et parallèlement, mon grand-père avait décidé de faire des études de médecine. Il a commencé ses études de médecine à Lille, et puis il a été interne à l'hôpital Saint-Louis, et il est après ça travaillé à l'hôpital international avec le docteur Péan, un célèbre chirurgien de la fin du siècle dernier. Péan était un très célèbre chirurgien qui opérait en habit. À l'époque, les chirurgiens opéraient en habit, ils n'étaient pas en veste blanche, et il mettait une serviette autour de son cou. Il y a un tableau qui est maintenant au musée de Sao Paulo qui représente le professeur Péan en train d'opérer une trachéotomie. Malheureusement, je n'ai pas de diapositive, mais on voit très bien le professeur travaillait en habit. Il y a également un célèbre tableau de Péan opérant qui est au musée d'Orsay actuellement. Et mon grand-père disait, Henri, qui aimait tout ce qui grouille, n'avait pas été long à me suivre à l'hôpital. Et là, vous voyez, c'est une photo dans laquelle on voit donc à gauche la silhouette très grande de son cousin, Gabriel Tapiet de Céléran, et Toulouse-Lautrec qui s'amuse à jouer au médecin, qui prend le pouls de Maurice Guibert. Maurice Guibert était un de leurs amis. On le reverra tout à l'heure sur la baraque de la Goulue. Et en fait, Lautrec venait à l'hôpital trouver son cousin germain, et parallèlement, il le faisait lui-même sortir, au contraire, au Moulin Rouge, au Moulin de la Galette, et évidemment dans tout le Paris nocturne qu'il fréquentait. Ce qui est important de savoir, c'est que c'était des jeunes hommes, c'était des gens très jeunes en fait. Toulouse-Lautrec est mort à 37 ans en 1901. Et l'essentiel donc de cette époque que je vais évoquer, c'est un homme de 25 à 35 ans en fait. Les deux dernières années de sa vie, il était assez malade et il ne vivait plus cette vie nocturne et cette vie à laquelle est associé son art et ses plus célèbres tableaux. Donc en fait, c'était un jeune étudiant en médecine et un jeune artiste peintre qui fréquentait le Paris de la Belle Époque, qui sortait à la fin du siècle, du 19e siècle, et qui sortaient, la suivante s'il vous plaît, qui sortaient ensemble. Ici vous voyez une photo de la cour nous sommes revenus à Albi, de sa maison natale à Albi. La suivante s'il vous plaît. Ici vous voyez la cage d'escalier. La suivante s'il vous plaît. Son berceau, le berceau, il est né donc dans la maison à Albi le 24 novembre 1864. Donc il est né dans les dernières années du Second Empire. Et il est mort au mois de septembre 1901. Vous voyez, sa vie était très brève et elle recoupe tout le début de la Troisième République essentiellement. La vue suivante, s'il vous plaît. Vous voyez ici le grand salon de la maison d'Albi, qui est un lieu très important pour la vie de Toulouse-Lautrec, puisqu'il a eu l'accident, le premier accident
qui devait entraîner son infirmité et sa disgrâce physique. Il était né donc de parents cousins germains et on n'avait pas décelé chez lui jusqu'à l'âge de 10-11 ans de problèmes dans les jambes. Cependant, on voit en regardant très soigneusement sa correspondance qu'à partir de 10, 11 ans, 12 ans, il parle de problèmes de boiter, il dit qu'il a mal à un pied gauche, puis après ça qu'il a mal au pied droit. Quoi qu'il en soit, on n'avait pas vraiment traité le problème sérieusement jusqu'au mois de mai 1878. Et au mois de mai 1878, son fémur gauche s'est cassé dans cette pièce et il est tombé. On a dit qu'il s'était cassé le fémur en tombant d'une chaise basse, mais on pense aussi que ses os, qui étaient très fragiles, se sont brisés et c'est ça qui a entraîné la chute. Je ne suis pas du tout calé dans ces matières, mais une des maladies qui a été évoquée, c'est une pycnodysostose. On a dit qu'il avait une maladie des os qui s'appelle une pycnodysostose, qui est une maladie assez rare et qui a fait que donc sa jambe gauche, son fémur gauche s'est cassé. À la suite de cet accident, sa mère l'a emmené à Nice et il a fait beaucoup de cures, de convalescence et de cures à Nice, puis dans les Pyrénées, à Barèges. Et l'année d'après, en 1879, son fémur droit s'est cassé exactement dans les mêmes conditions lorsqu'il était à Barèges. À la suite de cela, il est resté donc avec des jambes atrophiées qui ont mis certainement un certain temps à se ressouder et son tronc a continué à grandir normalement alors que ses jambes restaient atrophiées. Il mesurait 1,52 m et en aucun cas il n'était pas du tout nain de naissance, et pas du tout un cas de nanisme, et non plus, comme beaucoup de romans ou de films, il y a évidemment une avalanche de livres, de films sur Toulouse-Lautrec, et beaucoup d'entre eux ont voulu romancer cette histoire, et beaucoup de cinéastes sont venus d'ailleurs chez nous ont demandé, mais quand on leur raconte la vraie histoire, ils trouvent qu'elle n'est pas assez spectaculaire. Alors on l'a fait rouler dans un escalier. Le film Moulin Rouge de John Huston, qui sera présenté le 9 novembre sur Arte, on le voit au début qui roule dans un escalier. En fait, il n'est jamais tombé dans un escalier. Dans d'autres films, on a écrit beaucoup qu'il était tombé de cheval, que son père le forçait à monter à cheval et qu'il était tombé de cheval. Enfin, la réalité est beaucoup plus prosaïque, ce qui ne la rend pas moins intéressante. Il avait donc une maladie des os et il s'est cassé la jambe 2 fois, une fois dans ce salon et une fois à Barèges dans un fossé en 1878 et 79. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez un détail du salon. Vous voyez une photo de lui enfant à droite, habillé avec un petit costume espagnol. Tout le monde croit que c'est une petite fille, parce qu'à l'époque, il était évidemment d'usage d'habiller les petits garçons en petites filles. Et à gauche, vous voyez sa mère dans une photographie de Nadar. La suivante, s'il vous plaît. Sa mère, donc, je vais m'arrêter un instant sur la psychologie de cette femme, qui était une personne extrêmement intéressante dans le sens qu'elle était très cultivée, très austère, et qu'elle était certainement elle a été très importante dans la formation de la culture et de la psychologie de son fils. Ce n'était pas tout à fait son fils unique. Elle a eu un deuxième fils qui s'appelait Richard, mais qui était mort à 6 mois. Donc en fait, Henri de Toulouse-Lautrec était en fait son fils unique. Adèle Tapier de Céléran, donc, avait épousé son cousin Germain, qui, lui, n'avait absolument rien à voir avec elle. Je parlerai de lui tout à l'heure. Il était ils étaient très différents et on ignore la part qu'avaient pris leurs décisions personnelles dans cette union qui était certainement organisée par leurs parents, qui ne leur avaient pas vraiment demandé leur avis. Elle était très jeune. Et elle était en tout cas quelqu'un de très cultivé, qui avait fait beaucoup de grec, de latin, qui avait une solide culture classique et qui a donné ce goût de la culture classique et de l'histoire de l'art à son fils. Ce qui est intéressant dans la correspondance de Lautrec, et quand on étudie sa vie, c'est de voir qu'il avait une véritable frénésie de visiter les musées et de se confronter ou d'apprendre à partir de la connaissance des maîtres du passé. Il avait été souvent à Bruxelles, à Amsterdam, à Londres, en Espagne, et au Portugal. Il n'a jamais été en Italie, ce
ce qui est très intéressant. Il a recopié quelques maîtres italiens quand il était étudiant, mais il n'a jamais fréquenté l'Italie. Par contre, il a beaucoup aimé la peinture espagnole, il était très intéressé par Velázquez, il était très intéressé par la peinture hollandaise, surtout Frans Hals, qu'il cite souvent dans sa correspondance. Et tout ce goût d'historien de l'art, on peut dire, il le tenait de sa mère, Adèle Tapier de Céléran. Alors, le rapport qu'il avait avec sa mère est certainement très proche. Sa mère était à la fois la personne qui le comprenait le mieux, qui l'aimait le plus, mais qui était aussi assez comment dirais-je, autoritaire avec lui. Et quand il vivait à Paris et qu'elle était dans le Midi, parce qu'ils habitaient tous les deux Paris, puis elle vivait beaucoup dans le Midi, en fait, il lui écrivait très, très souvent, plusieurs fois par mois, en lui réclamant de l'argent, en lui réclamant du foie gras, en lui réclamant du sauterne et en racontant plus ou moins ce qu'il faisait. De part et d'autre, on avait affaire à des gens bien élevés, et il est évident qu'il ne faisait absolument pas scandale dans sa famille, surtout pas vis-à-vis de sa mère. Et quand on voit dans des films ou dans des romances, à partir de Toulouse-Lautrec, sa mère qui intervient dans sa vie privée, c'est de la pure roman, parce qu'évidemment, il ne racontait absolument pas sa vie privée à sa mère. Il avait vis-à-vis d'elle un rapport très respectueux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il la représente toujours avec les yeux baissés. Il a fait plusieurs portraits d'elle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a toujours les yeux baissés, comme sur ce tableau, qui date de 1885. Elle est dans le salon du château de Malromé, un château en Gironde qu'elle avait elle-même acheté après s'être séparée de son mari. Et donc, vous la voyez ici, une femme très austère, avec les yeux baissés, et qui a l'air vraiment presque d'une directrice d'un collège. En fait, elle n'a pas l'air particulièrement amusante. Ma mère, qui l'avait bien connue, dit qu'elle ne l'était pas, d'ailleurs. Elle n'était pas particulièrement amusante. Et elle a évidemment été très, très bouleversée par le drame que représentait la vie de son fils unique. Et jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a eu de cesse que d'établir un temple à la gloire de son fils Toulouse-Lautrec. Elle ne comprenait pas forcément sa peinture, mais elle était extrêmement fière et flattée de voir qu'il avait produit des œuvres qui étaient très intéressantes. Dès 1902, elle a donné en 1902 l'intégralité de son œuvre gravée à la Bibliothèque nationale. Elle est partie dans un fiacre, elle a porté les 375 lithographies qui représentent l'essentiel de l'intégralité de son œuvre gravée à la BN. Et après, elle a souhaité créer un musée. Je vous disais tout à l'heure que finalement, il a été créé beaucoup plus longtemps après, puisqu'il a été créé dans les années 20, et non pas à Paris, puisque le musée du Luxembourg, présidé par Léon Bonnat à l'époque, a refusé la donation, mais dans la ville d'Albi. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez une photo intéressante de Lautrec, donc à 2 ans ou 3 ans. Vous voyez qu'il a l'air d'un enfant parfaitement normal. La suivante, s'il vous plaît. Une autre photo où on voit déjà ses traits. On reconnaît un petit peu les traits qui seront caractéristiques de Lautrec, les lèvres très proéminentes, protubérantes, et les yeux noirs, très, très beaux. Il a un regard noir très marqué, et puis ses sourcils noirs. Et c'est un petit garçon du Second Empire, très traditionnel, mais on voit tout de même un regard particulièrement... on peut voir un regard particulièrement intéressant dans ce portrait de Toulouse-Lautrec. La suivante, s'il vous plaît. Alors, je vous disais qu'il avait donc il s'était brisé le fémur gauche en 1878, et évidemment, il a trouvé dans le dessin et la peinture un dérivatif à son immobilité forcée. C'est un jeune adolescent qui est obligé de rester allongé. Sa famille dessinait depuis 4 générations avant lui, et en fait, il a trouvé très naturellement des carnets de croquis, des pinceaux, des aquarelles, et il a été jusqu'à se représenter lui-même. Vous le voyez ici sur une chaise longue, avec un cerceau en dessus de sa jambe, en train de faire des caricatures. Là, on voit déjà apparaître un Toulouse-Lautrec très caractéristique qui s'enlaidit.
et il a vraiment souhaité, tout au long de sa vie, vraiment se représenter d'une manière particulièrement violente pour un petit peu prévenir la critique. Il savait qu'il était disgracié physiquement et ça l'entraînait à se représenter vraiment d'une manière particulièrement violente. Je vais vous lire un extrait d'un livre qui a été écrit par un de ses grands amis et marchand de tableaux, Maurice Joyand, peu de temps après sa mort, et qui évoque justement ce point de la psychologie de Lautrec. Disgracié de la nature, ne s'était-il pas cassé les 2 jambes et n'était-il pas resté encloué pendant des années, presque difforme, dans la crainte de la curiosité moqueuse? Il prenait une attitude de défense contre l'attaque qu'il sentait permanente. Son ironie mordante, son esprit endiablé, ses mots définitifs, sans méchanceté aucune d'ailleurs, cachaient la grande timidité du faible qui a peur d'être bousculé par le colosse brutal et la grande tendresse d'un être qui avait un impérieux besoin d'être aimé, cru et soutenu. Donc, vous voyez ce besoin de Toulouse-Lautrec, en fait, de se représenter. Nous verrons tout à l'heure un autre portrait très caractéristique de cette manière de faire, de se représenter encore plus mal qu'il n'était en réalité. La suivante, s'il vous plaît. Alors son père, Alphonse de Toulouse-Lautrec, lui, était tout à fait une autre histoire. C'est un homme qu'on pourrait qualifier assez facilement de lord anglais excentrique. La seule chose qui l'intéressait, c'était évidemment la chasse à courre, la chasse aux faucons. Vous voyez un exemple sur cette photo. Il est à cheval, en tenue de cosaque. Il aimait beaucoup les déguisements, il aimait les cirques. Il ne voyait pas de raison de ne pas faire ce qui lui plaisait. Il n'avait pas une situation de fortune très exceptionnelle, mais enfin malgré tout, il avait suffisamment d'argent pour ne pas travailler, bien évidemment, et pour ne pas faire des choses qui lui déplaisaient. Donc ce qui l'amusait, c'était d'élever des cormorans, de chasser aux faucons, de vivre avec des cirques, de se déguiser à loisir, et évidemment de monter à cheval. Mais il y a un autre aspect plus sérieux chez cet homme, la suivante s'il vous plaît, c'est qu'il était lui-même peintre, il était lui-même artiste, et il a certainement beaucoup compté. D'abord, c'est de lui que son fils devait tenir son talent, en grande partie. Et Toulouse-Lautrec disait « Papa dessine mieux que moi ». Et il est évident que si son père avait été amené à plus de rigueur, à plus de travail, il avait lui-même un merveilleux coup de crayon. Ceci, c'est une aquarelle faite d'après la photographie précédente par Toulouse-Lautrec, qui représente son père en cosaque avec son faucon sur le poing. Il avait des rapports, Lautrec avait des rapports tout à fait, comment dirais-je, plus distants qu'avec sa mère, avec son père. Il déjeunait avec son père assez fréquemment, il le retrouvait sur les champs de course et il le voyait dans les ateliers de peinture. Ils avaient en commun donc ce goût de la peinture, ils avaient en commun de nombreux amis, ils fréquentaient les mêmes cercles, mais on ne peut pas dire qu'il avait vis-à-vis de son père, une affection vis-à-vis de son père aussi marquée qu'il avait certainement vis-à-vis de sa mère. La suivante, s'il vous plaît. Ici, j'ai choisi de vous montrer une aquarelle qui représente un mail coach sur les Champs-Élysées. C'est une petite aquarelle faite par Lautrec quand il avait environ 16 ans. Vous voyez au fond l'Arc de Triomphe et le mail coach qui remonte les Champs-Élysées. Il est évident que ce sont les sujets qu'il traitait à l'époque de sa jeunesse, des sujets de chevaux, de chiens, d'animaux. Et évidemment, son entourage montant à cheval, lui-même se sentait, la suivante s'il vous plaît, se sentait particulièrement disgracié et particulièrement malheureux de ne pas le faire. Il avait trouvé en René Princeteau son premier professeur. René Princeteau était un peintre animalier de Libourne qui était sourd-muet. C'était un ami des parents de Lautrec et il leur avait présenté leur fils en lui demandant de devenir son professeur de dessin. En fait, probablement le fait que Princeteau avait lui-même une infirmité les avait liés. Et Princeteau était un peintre animalier qui était fou du mouvement. Vous voyez ici un cheval emballé qui est donc une toile de Princeteau, très caractéristique de ce peintre aujourd'hui un peu méconnu, mais qui est malgré tout très apprécié. Il y a eu plusieurs expositions sur lui dans les dernières années. Il y en a une à Chantilly, il y en a une à Paris. Il y a des tableaux de lui dans les musées, et c'est le premier professeur de Toulouse-Lautrec. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez un cheval, donc une aquarelle peinte pendant la jeunesse de Toulouse-Lautrec, qui représente, à mon avis, d'une manière assez intéressante, son rapport par rapport au cheval. Vous voyez ce magnifique cheval, le fait que lui-même ne pouvait pas monter à cheval,
Sur le cheval, c'est un de ses cousins qui s'appelait Louis Pascal, qui était très sportif, très beau, très élégant, qui était exactement le contraire de ce que lui n'était pas. Et au premier plan, vous voyez le petit chien. Et je pense que Toulouse-Lautrec se représente lui-même dans le petit chien. C'est typiquement de lui de vouloir se montrer comme un tout petit être, en fait, devant ce très beau cavalier, ce beau cavalier à cheval. Et il a fait plusieurs portraits de Louis Pascal, qui est une sorte de dandy, mais qui a terminé très mal parce qu'en fait, il s'est ruiné. Enfin, la fin de sa vie n'était pas du tout aussi brillante que le début. Et Lautrec, en fait, ne pouvait absolument pas mener cette vie que menaient ses cousins, que menaient les autres membres de sa famille. Et il avait un rapport un petit peu ironique et distancié par rapport à cette vie-là. La suivante, s'il vous plaît. Alors le mouvement, évidemment, non seulement l'agilité sportive, mais également le mouvement était pour lui fondamental. On dit que quand il montait sur un coupé ou une Victoria, enfin ou un cheval, une voiture à cheval, il se penchait pour toucher les chevaux, pour sentir les chevaux, comme s'il avait pu lui-même monter à cheval. Vous voyez, rien ne peut mieux illustrer que cette frénésie pour le mouvement que cette aquarelle d'un champ de course. Vous voyez le trait extrêmement rapide et le cheval au galop devant les tribunes de Longchamp, à peine esquissé, en fait, qui montre cet engouement de Toulouse-Lautrec pour ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est-à-dire monter à cheval, galoper et faire du sport. La suivante, s'il vous plaît. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact de dire qu'il ne pouvait pas faire de sport, parce qu'il avait trouvé dans la natation et dans le bateau des sports qu'il pouvait faire. En fait, il aimait énormément l'eau, il aimait beaucoup, beaucoup aller au bord de la mer. Il allait soit dans la baie de Somme, soit à Arcachon, et il était un très bon nageur, et il avait même une machine à ramer dans son atelier à Paris. Et en fait, il était lui-même très, très intéressé par tous les sports, et c'est le seul qu'il pouvait faire, c'était la natation ou l'aviron, en fait. Ici, vous voyez encore une photographie d'Albi. La suivante, s'il vous plaît, c'est la chambre de son oncle Charles de Toulouse-Lautrec. Son oncle Charles de Toulouse-Lautrec était le frère de son père, lui-même peintre, lui-même artiste, et il a eu beaucoup d'influence sur son neveu, puisque son neveu lui a écrit plus tard: c'est vous qui avez allumé en moi l'étincelle crayonneuse. Et il lui écrit cette lettre que je vais vous citer, qui est citée également dans le livre de Joyan. Il y a un certain amusement à rappeler ce qu'en 1882, l'année donc de ce fusain, Lautrec, qui venait d'entrer dans l'atelier de Bonnat, écrivait à l'un de ses oncles: vous serez peut-être curieux de savoir le genre d'encouragement que me donne Bonnat. Vous savez que Léon Bonnat était le plus grand portraitiste de l'époque. C'était un peintre pompier extrêmement fameux qui avait une gloire immense, qui a fait une fortune considérable, d'ailleurs, qu'il avait employé à acheter des dessins anciens, qui sont maintenant la gloire de son musée à Bayonne. Le musée Léon Bonnat est à Bayonne, et c'était un grand, grand collectionneur de dessins anciens, mais c'était le portraitiste le plus fameux de l'époque, avec Carolus Durand, Carrier-Belleuse. Enfin, Léon Bonnat était un homme extrêmement sérieux, extrêmement reconnu, disons, c'était l'art officiel de l'époque, et il n'aimait pas du tout Toulouse-Lautrec, qui avait dit: Léon Bonnat, tu peins très bien la redingote sur fond caca. Alors ça n'avait pas beaucoup plu à Bonnat. C'est pour ça que Bonnat, quand il était directeur du musée de Luxembourg, a refusé la donation par la famille des œuvres de Lautrec. Alors je reprends donc la citation de la lettre de Lautrec à son oncle Charles. Vous serez peut-être curieux de savoir le genre d'encouragement que me donne Bonnat. Bonnat, dont la majesté m'interdit toute question, me dit: votre peinture n'est pas mal, c'est du chic, mais enfin ce n'est pas mal. Mais votre dessin est tout bonnement atroce. Et ajoutait Lautrec: il faut prendre son courage à deux mains et recommencer. En avant la mie de pain. La mie de pain, c'est parce que c'était la gomme, ça servait de gomme pour les étudiants en dessin. Cette lettre dépeint tout l'artiste et la règle de conduite et de travail qu'il s'imposera avec ténacité toute sa vie. Souci de rechercher dans l'étude patiente, consciencieuse des détails, toujours recommencer, sa forme définitive et synthétique d'expression. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que Toulouse-Lautrec était un homme extrêmement travailleur. Quand on pense qu'il est mort à 37 ans, il y a environ 10 000 références à son catalogue raisonné des dessins, lithographies et tableaux. Il a touché à des arts très variés. Et quand on pense qu'il sortait pratiquement tous les soirs, qu'il avait une vie nocturne intense, c'est très intéressant de se demander comment il faisait et à quel moment il arrivait à travailler, parce que c'était vraiment
quelqu'un qui travaillait d'ailleurs exactement comme Van Gogh. Van Gogh était son grand ami. Il avait connu Van Gogh dans l'atelier de Cormon. Après s'être brouillé avec Bonnat, il est rentré dans l'atelier d'un autre peintre pompier de l'époque qui s'appelait Fernand Cormon, mais qui était beaucoup plus libéral que Bonnat, et s'était très bien entendu avec Cormon. Et dans l'atelier de Cormon, il avait connu un certain nombre de peintres comme Émile Bernard, comme Louis Anquetin et Vincent Van Gogh. Et il s'est beaucoup lié avec Vincent Van Gogh. Et quand Van Gogh était très sombre, assez dépressif, il lui avait dit qu'il devait aller se fixer dans le sud, et c'est lui qui lui avait conseillé de se fixer en Provence, en fait. La suivante, s'il vous plaît. Un problème. Ceci, c'est une tête de chien qui est tout à fait, qui est des années, début des années 1880, qui vous montre donc son trait assez caractéristique de l'époque, et le sujet aussi, la tête de chien de chasse, est très caractéristique du Lautrec du début. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez donc, toujours à Albi dans la bibliothèque, le fusain du portrait de mon grand-père que je vous ai montré tout à l'heure. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez des carnets de croquis, mais c'est un peu loin pour vous de voir, mais vous avez des dessins de Princeau et des dessins de Lautrec mélangés, notamment sur la lettre. On les voit tous les deux. Princeau est très grand à droite et Lautrec tout petit devant le chevalet. Évidemment, il se caricature, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est une volonté de caricature. La suivante, s'il vous plaît. Un autoportrait. Alors ça, c'est un autoportrait de 1882. Là, il commence à prendre son autonomie. Il devient peintre vraiment à plein temps, pourrait-on dire, et il s'est donc confronté à ce très traditionnel exercice de l'autoportrait. L'autoportrait pour les peintres et pour les jeunes peintres, depuis Durer, depuis tous les grands peintres Rembrandt, en fait, quand ils sont jeunes, ils commencent tout de suite à faire un autoportrait, présente des difficultés techniques, parce qu'évidemment, on se voit dans une glace. Alors, on se voit à l'envers, donc Toulouse-Lautrec, là, se représente dans une glace, devant une cheminée, et il n'a pas voulu tricher, c'est typique de Toulouse-Lautrec, il évoque même la glace, il évoque la pendule avec le sanglier qui est au premier plan, et il peint le premier plan derrière lequel il se représente. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous le voyez donc au début de sa vie parisienne, déguisé dans un atelier avec des amis. Il est déguisé au premier plan, c'est lui qui est assis en turc, et il menait une vie que l'on peut qualifier de bohème en fait, mais il avait donc la vie qui lui plaisait, qu'il avait choisie, et à laquelle ses parents adhéraient. Parce qu'il faut savoir que Toulouse-Lautrec, à la différence de Van Gogh par exemple, ou d'autres peintres qui avaient de graves difficultés matérielles, Toulouse-Lautrec, loin d'être banni par sa famille ou d'être mal vu par sa famille, en fait, avait pris des appartements successifs et vivait grâce aux subsides que sa famille n'a pas arrêté de lui donner. Donc en fait, c'est une légende qu'on voit notamment dans le film de Roger Planchon. En fait, il avait avec sa famille des rapports assez confiants, dans la mesure où sa famille, se rendant compte qu'il ne pouvait pas mener une vie tout à fait normale du fait de son infirmité, était plus que contente de voir qu'il avait choisi, qu'il avait trouvé une occupation et un vrai plaisir et un but, un sens à sa vie en devenant peintre. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez un fusain qui est très intéressant parce qu'il représente un petit peu la dérision de Lautrec qui a vraiment atteint son maximum sur ce portrait-charge à plusieurs égards. Vous avez en haut des armoiries un peu bidons. Il avait toujours un rapport un peu ironique avec l'antiquité de sa famille. Vous avez lui-même qui est représenté comme un tout petit en fait, monstre avec une énorme tête très soignée, très finie, et un corps très ridiculement petit, assis sur un pot de chambre, bien sûr. Et vous avez le mot lost, qui veut dire perdu en anglais. Il était bilingue, il parlait extrêmement bien anglais, il parlait anglais avec sa mère. En fait,
Et c'est très intéressant de voir qu'il n'hésite pas, c'est un grand fusain, c'est un fusain qui doit faire à peu près 90 cm de haut, et c'est intéressant de voir qu'il n'hésitait pas à se représenter d'une manière aussi atroce, pourrait-on dire. Si quelqu'un d'autre l'avait fait, ça serait très très violent vis-à-vis de lui, mais que lui-même l'ait fait, en fait, explique un petit peu sa psychologie et en dit assez long sur sa manière de se traiter. J'ai d'ailleurs une citation à vous lire à ce sujet-là, qui est écrite par Tannen Atenson. Tannen Atenson, en fait, est un homme très intéressant. C'est le fondateur de la Revue Blanche, c'est un éditeur d'art. Les frères Natanson avaient lancé la Revue Blanche, qui est une revue littéraire extrêmement importante de la fin du XIXe siècle, avec des auteurs comme Mallarmé, des artistes comme Lautrec, Vuillard, Bonnard. Il avait une femme très fameuse dont je parlerai tout à l'heure, qui s'appelait Missia, qui est probablement un des premiers, des vrais amours de Toulouse-Lautrec. Et Tannen Atenson avait lui-même beaucoup fréquenté Lautrec, a écrit un livre très intéressant qui est paru dans les années 20 sur Toulouse-Lautrec. Et il écrit à propos de la psychologie de son ami. À l'ordinaire, c'était surtout la prétention et la sottise qui excitaient ses sarcasmes, car il ne prisait rien que le naturel. Mais ce qu'il avait en lui de plus aristocratique, c'était en tout, plus encore que l'aisance, ce goût affiché de ses fantaisies et son amour de son plaisir. Ajoutez sa passion de l'exceptionnel. Lautrec eût pu naître dans une échoppe semblable à soi. Peut-être que beaucoup des dons de son esprit, il les tenait de la lignée de ses ancêtres, mais du moins avait-il l'air de se les être conférés à soi-même pour porter jamais son titre. Il avait trop d'orgueil de celui qu'il s'employait à conquérir, c'est-à-dire de peintre en fait. Le plus souvent, il était d'une politesse aisée, mais savante et experte en impertinence. Moins littéraire que M. de Montesquieu, mais parfois encore plus féroce. Il pouvait céder à la colère, les plus gros de ses mots gardaient de l'allure, généralement bienveillant mais capricieux, il était fort capable de méchanceté, voire de cruauté, de haine aussi, jamais d'une bassesse. Ce tout petit bout d'homme était un grand seigneur. La suivante, s'il vous plaît. La suivante, s'il vous plaît. Alors ça c'est un dessin que j'ai choisi de vous montrer de 1889. C'est une femme de la prison Saint-Lazare. C'est l'époque donc de début de son... On peut considérer que 89-90 sont les premières années où il devient vraiment Toulouse-Lautrec. 91 c'est l'année de la fiche du Moulin Rouge. Vous savez qu'évidemment il est célèbre entre autres comme un des inventeurs de l'affiche moderne. On lui a commandé, le directeur du Moulin Rouge lui a commandé en 91 donc l'affiche du Moulin Rouge. Et 89, 90 et 91 sont les années où il commence à trouver son véritable style et sa véritable autonomie. La suivante, s'il vous plaît. Marche pas. Oula. La précédente, s'il vous plaît. Mais oula, non, la précédente. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Alors, ça, c'est un tableau qui représente un acteur Sanary. Sanary était un acteur du français. Et j'ai choisi de vous montrer ce tableau parce qu'il représente assez bien un aspect de Toulouse-Lautrec qui était son amour pour le théâtre. Il était fou de théâtre. Alors le théâtre, c'est exactement tout ce qu'il aimait. D'abord, c'était tout à fait urbain. Toulouse-Lautrec, c'est un peintre urbain. Il aimait la ville, il détestait la campagne, il détestait les paysages. Et c'est très intéressant. À la différence de tous ses contemporains, les impressionnistes, il n'a pas fait de paysages. Il disait « mes paysages ressemblent à des plats d'épinards ». Il n'aimait pas du tout la nature et il aimait se baigner, il aimait certainement aller de temps en temps au bord de la mer, mais il n'aimait pas du tout les arbres, il n'aimait pas du tout les fleurs, il n'aimait pas du tout la nature, il aimait la nature humaine et il aimait la ville. Et au sein de la ville, quoi de plus artificiel et de plus urbain qu'un théâtre? Parce que c'est une vie, en plus, c'est au 2e degré, puisque c'est une recréation de la vie. Et il était vraiment passionné de théâtre. Il allait jusqu'à 35 fois voir la même pièce. Il s'installait au premier rang,
il prenait des carnets de croquis, qui sont conservés pour la plupart, et il dessinait les acteurs tels qu'il les voyait dans les poses sur lesquelles il le plaisait le plus. Il regardait l'acteur et il attendait de voir quelle était la pose qui représentait le plus sa psychologie. C'est ainsi qu'on a Sarah Bernard, Marcel Linder, Mounet-Sully, enfin tout le théâtre de la fin du XIXe siècle, il a représenté. Il a fait beaucoup même de couverture d'ouvrage. Il aimait beaucoup quand un auteur lui demandait de faire une couverture d'ouvrage, et il aimait beaucoup ce monde du théâtre. Vous voyez cet acteur qui est bien oublié aujourd'hui, mais qui était certainement un homme assez content de lui, et qu'il a représenté dans une attitude qui traduit assez bien sa psychologie. La suivante, s'il vous plaît. Alors ici, c'est tout à fait différent. C'est un portrait de femme avec un chapeau très élégant, et qui m'amène à vous lire cette citation toujours de Thaddée Nathanson, qui, à mon avis, ça rapporte assez bien à ce tableau. « Aucun personnage de Lautrec n'est souriant. Ces femmes portent avec sérieux l'édifice de leur chapeau. Les plus attirantes, les plus caressées, ont très souvent quelque chose de chagrin. Je ne parle pas seulement de celles qui boudent les hommes. Qu'il peigne ou dessine, Lautrec peut devenir féroce. Il arrive encore à être déférent, où l'on ne peut plus tendre, raffine dans la délicatesse. Pour sourire, il a les dents trop serrées en travaillant. » Et une autre citation à propos des portraits, qui est toujours de Nathanson. Je me trompe un peu dans mes papiers. Dans un cycle toujours recommencé, Lautrec peindra des portraits, n'admettant le paysage que comme un accessoire de la figure. C'est tout à fait le cas ici, vous voyez les hachures. C'est très caractéristique de Toulouse-Lautrec. D'abord, Toulouse-Lautrec, vous devez savoir, terminait rarement les tableaux. Il aimait laisser souvent le fond. Quand vous allez au musée d'Orsay, au musée d'Albi ou dans les musées américains, vous voyez beaucoup de portraits de Toulouse-Lautrec où le fond sert en fait, est un élément en lui-même. C'est donc un des premiers peintres, si on peut dire, qui utilise la surface et la matière. Il peignait souvent sur carton. C'est une peinture à l'essence très délayée, sur carton. La peinture est bue par le carton et ça devient une sorte de pastel, ce qui rend ces tableaux très très fragiles. Il y a bien sûr des huiles sur toile, mais beaucoup des œuvres de Lautrec sont en fait des peintures à l'essence sur carton, car il aimait énormément la rapidité que lui permettait ce médium en fait. Et là vous avez un fond hachuré vert qui est très caractéristique, c'est une évocation de la nature. Cette femme en fait est dans un jardin, et pour Toulouse-Lautrec le jardin n'a pas du tout d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt donc c'est le paysage. Et donc, dans un cycle toujours recommencé, Lautrec peindra des portraits, n'admettant le paysage que comme un accessoire de la figure. Certes, il n'eut souvent désiré que peindre grandes dames, duchesses, artistes en renom, mais dès l'abord, un malentendu irréparable naissait, fait d'un côté de la peur de n'être pas assez flatté, de l'autre de l'appréhension de l'homme qui craint d'être regardé comme une curiosité. Et le peintre alors retournait à des accueils populaires plus faciles. Il faisait le portrait parce qu'après avoir tourné autour pendant des mois, le modèle guigné lui plaisait, et cela sans aucune pensée de lucre. La suivante, s'il vous plaît. Ici, c'est un très bel exemple d'une femme anonyme, en fait. C'est un magnifique tableau, une peinture à l'essence qui illustre admirablement ce que je viens de vous dire. Vous voyez le fond du papier, du carton brut, en fait, et cette peinture qui n'est pas achevée. Le cadre n'a pas d'intérêt, c'est un angle de son atelier probablement. Ce qui compte, évidemment, c'est la coiffure de la femme. Cette coiffure extrêmement élaborée. On dit que Lautrec aimait les rousses, qu'il peignait des rousses. Je ne sais pas si c'est vraiment cela, mais en tout cas, il est sûr que la coiffure de la femme compte énormément. Également, son boa et le fait de la peindre de dos aussi. C'est un des rares peintres qui a peint beaucoup de ses modèles de dos ou de trois quarts, parce qu'il aimait beaucoup la ligne du dos et également l'effet que cela produisait par rapport à la coiffure. C'est un tableau qui est dans une collection particulière. C'est un tableau très rare qui a été exposé en fait à Paris en 1992. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu au Grand Palais. Il était en face du Cirque Fernando de l'Art Institute de Chicago dans l'exposition du Grand Palais. La suivante, s'il vous plaît.
Ici, vous avez un tableau que vous connaissez, que vous pouvez voir à Paris au musée d'Orsay, qui représente la femme au boa noir. C'est une femme, au contraire, une vue très frontale. Et vous voyez de nouveau l'utilisation du carton brut comme fond du tableau. La suivante, s'il vous plaît. Ici, un tableau fort peu connu de Missia Nathanson. Je vous citais tout à l'heure son mari, Tadej Nathanson. Missia Godebska était d'origine polonaise. Elle était venue vivre à Paris très jeune. Elle était fort jolie et elle était devenue certainement un des modèles et même une des femmes que Toulouse-Lautrec aimait. Elle l'aimait beaucoup, elle en a d'ailleurs parlé dans ses mémoires, mais elle le considérait comme un ami, elle riait de l'enthousiasme qu'il avait quand il allait la voir, et Lautrec fréquentait les Nathanson, soit dans leur appartement célébrissime, puisqu'il a été représenté par Bonnard et par Vuillard, il y a d'innombrables tableaux de Vuillard qui représentent le salon des Nathanson, soit à Villeneuve-sur-Yonne, où ils avaient une propriété, où ils réunissaient donc les collaborateurs de la Revue Blanche. Je vous parlais tout à l'heure donc de Mallarmé, Paul Leclerc, Vuillard, Bonnard. Beaucoup de grands artistes avaient été réunis par les Nathanson, qui avaient un talent remarquable pour découvrir les jeunes artistes de leur époque, aussi bien les écrivains. Georges Clemenceau a écrit dans la Revue Blanche, bien évidemment. Et Missia était la maîtresse de maison, et c'est elle qui les réunissait et qui les recevait. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez un dessin tout à fait inédit de Missia Nathanson rejeté en arrière. C'est un dessin de 1899. On croirait presque un Picasso de la période bleue, en fait des années 1901 ou 1903. Missia Nathanson a une vie très intéressante, puisque après, vous savez sans doute qu'elle est devenue Missia Sert, en fait. Elle a épousé un Américain, et après ça, elle a épousé José Maria Sert, le fameux peintre Sert. Elle était l'amie de Coco Chanel, et elle s'est éteinte à Paris au début des années 50, avec une vie extraordinaire derrière elle, puisqu'elle avait été en quelque sorte la muse de grands artistes français depuis la Troisième République jusqu'en 1950, en fait. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez donc une femme assise, une femme de maison, et cela me permet d'évoquer donc le rapport de Toulouse-Lautrec avec les maisons closes. Il est évident que Toulouse-Lautrec n'avait pas une vie affective et très facile, parce qu'il avait un physique très disgracié, qu'il essayait, il a rencontré un certain nombre de femmes. On dit qu'elle a été très amoureux d'une de ses cousines qui s'appelait Jeanne d'Armagnac, mais ça c'est pas très prouvé. On dit qu'il a été amoureux de Missia Nathanson. Il a vécu, ça c'est certain, il a vécu 2 ans avec Suzanne Valadon. Suzanne Valadon, vous savez, qui était un modèle, un très beau modèle qui posait pour les peintres. En fait, s'est installée et a vécu pendant 2 ans avec Lautrec. Et puis, c'est assez classique, elle lui a demandé de l'épouser parce qu'elle sentait probablement que sa situation financière serait plus assurée. Et il est parti en courant. À partir de ce moment-là, il est parti en courant et il a laissé tomber Suzanne Valadon. Et ce n'est qu'après, d'ailleurs, qu'elle a eu Trio. Donc, en fait, on a écrit aussi que Lautrec était le père du trio, mais ça, c'était absolument impossible pour des raisons de date, parce que quand ils vivaient ensemble, en fait, Utrio est né très longtemps après qu'ils aient vécu ensemble. Quoi qu'il en soit, il fréquentait beaucoup les maisons closes qui, comme vous le savez sans doute, n'étaient pas très originales. Elles étaient extrêmement répandues et très bien fréquentées à l'époque, et elles ne désemplissaient pas. Beaucoup d'entre elles étaient dans le quartier de l'Opéra, dans la rue des Moulins. Un des plus célèbres tableaux de Toulouse-Lautrec représente les dames au salon de la rue des Moulins. Au musée d'Albi, c'est un de ses chefs-d'œuvre. Et il y a donc les années 94, 95, 96 qu'il a consacrées à cette période des maisons closes, et qui est certainement un des sommets de son art. Vous avez ici une femme assise qui va prendre son tub que vous voyez derrière, en fait en négligé, et c'est toujours intéressant de voir une vue plongeante et également une vue de dos. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez un des tableaux célèbres qui représente les femmes au lit. Toulouse-Lautrec était très intéressé par la vie des maisons, et il y vivait lui-même. Il était très ami avec les femmes des maisons closes. Il avait découvert un faire-part de mariage
d'une des femmes, d'une des prostituées de la maison qui s'était mariée. Et en fait, le faire-part lui plaisait beaucoup parce qu'il l'avait encadré. C'était ces dames de la rue des Moulins qui faisaient part du mariage de leurs collègues, en fait. Et il montrait ça à tous ses amis en disant « Regardez ça, c'est beau, ça c'est vraiment intéressant, ça c'est une chose exceptionnelle ». Alors, il est évident qu'il avait une vraie amitié pour ces femmes, il les comprenait et qu'elle l'aimait beaucoup. Au début, elles étaient probablement un petit peu choquées de le voir s'installer à demeure dans leur univers, mais après ça, c'était devenu un petit peu leur meilleur ami, leur confident. Elle lui avait demandé de peindre des panneaux. Il a peint les panneaux sur des boiseries de la maison de la rue des Moulins, qui ont été démantelés, en fait, qui n'existent pratiquement plus. Il y en a quelques-uns dans quelques musées dans le monde, mais il avait peint un salon pour un des bordels de la rue des Moulins. Et donc, il avait, avec ces femmes, une véritable amitié et un véritable rapport très, très proche. Il les comprenait très bien, un petit peu comme un artiste comme Baudelaire, qui a écrit de fort beaux poèmes, et en fait, avait aussi un trait et une manière assez distanciée, assez classique de traiter ces femmes. La suivante, s'il vous plaît. Vous voyez, les dessins ou les œuvres qu'il a fait dans les maisons closes ont plusieurs caractéristiques. D'abord, elles ne sont jamais pornographiques. Il y a des légendes, on dit qu'il a fait beaucoup d'œuvres pornographiques. Enfin, moi, j'attends de les voir. Je connais le catalogue raisonné de Toulouse-Lautrec en entier, et il y a extrêmement peu de dessins pornographiques. Par contre, il y a énormément de dessins ou de tableaux qui dévoilent ces femmes et qui traitent ces femmes d'une manière extrêmement respectueuse et extrêmement élégante. Vous voyez un très beau dessin de Mireille ici, un profil de Mireille qui était la sous-maîtresse de la rue des Moulins. Et c'est un dessin très classique, un dessin français très classique qui se situe à cheval entre Ingres et Picasso, si on veut. Mais si on ne sait pas que c'est en fait une prostituée, il n'y a aucune espèce d'évocation en fait de cette... De la personnalité ou enfin de l'activité de Mireille, en fait. La suivante, s'il vous plaît. Ici, vous avez un autre dessin qui est intéressant parce qu'il est au crayon de couleur. Vous voyez la maîtresse d'une des maisons qui a l'air particulièrement peu agréable, je dois dire. Et en fait, elle est au crayon de couleur bleu et rouge. C'est donc un des médiums que Toulouse-Lautrec utilisait beaucoup. Il utilisait beaucoup les crayons de couleur. La suivante, s'il vous plaît. Alors, ici, c'est un des dessins très rares, dessiné en 1899, lors de sa crise de délirium très mince. En 1899, comme il était extrêmement alcoolique, il buvait énormément et qu'il ne se réfrénait absolument pas, il a été pris d'une crise violente. Et sa mère a demandé à mon grand-père, qui était donc médecin, de le faire enfermer dans la maison du docteur Semelaigne à Neuilly, qui était donc ce que l'on appelait la Folie Saint-James, qui existe toujours. C'est un lycée maintenant. C'est un très joli lycée en fait. C'est un ancien hôtel de la fin du XVIIIe siècle, qui est avenue de Madrid à Neuilly. Et Lautrec a été enfermé dans cette maison de santé du mois de mars au mois de mai 1899. Il a très 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 mal vécu son enfermement. Il a dit qu'il était évidemment prisonnier. Il a beaucoup tempêté pour se faire ouvrir la porte de ce qu'il appelait sa prison. Il a beaucoup injurié mon grand-père à ce moment-là. Et puis il a demandé des crayons de couleur et du papier. Et de mémoire, il a fait cette série que l'on appelle le cirque, qui est très célèbre. Il a fait donc de mémoire la série de 24 dessins de scènes de cirque qu'il a qui ont été imprimés en lithographie. Vous pouvez voir, de temps en temps, on voit en fait les planches lithographiées du cirque, mais on voit très rarement les dessins originaux. Ceci, c'est un des dessins originaux. Les dessins originaux sont très rares, sont conservés pour la plupart aux États-Unis, dans des collections publiques et des collections privées. Et on dit que ces médecins, voyant donc la qualité et l'extraordinaire talent qui se dégageait de ces dessins, avaient compris qu'il n'était pas un malade tout à fait comme les autres, et l'ont laissé sortir. Je ne sais pas si ça c'est une légende ou pas. En tout cas, il est sorti de la maison de santé en 1899. La suivante, s'il vous plaît.
Ici, vous voyez donc toujours de la même année une lithographie qui représente mon grand-père à droite avec Émilienne d'Alençon, qui était une célèbre et très élégante femme de la vie parisienne à l'époque. La suivante, s'il vous plaît. Une caricature donc de mon grand-père. Donc vous voyez, il exagère à volonté la taille avec le haut de forme et la canne, pour bien montrer, et les carreaux en fait de la doublure de son manteau, pour exagérer encore sa taille. La suivante, s'il vous plaît. Et ici, vous avez une de ses dernières œuvres importantes qui est conservée au musée d'Orsay. C'est donc les panneaux de la baraque de la Goulue. La Goulue était une danseuse du Moulin Rouge. Je n'ai pas évoqué beaucoup d'aspects de la vie de Toulouse-Lautrec et de son art, évidemment, c'était pas possible. Mais la Goulue est une femme qu'il avait particulièrement admirée parce qu'elle avait beaucoup, elle dansait très bien, elle avait beaucoup de personnalité. Et quand elle s'est retirée du Moulin Rouge, elle a créé elle-même un propre spectacle à la Foire du Trône. Et Toulouse-Lautrec, très gentil, très fidèle en amitié, a accepté de peindre les 2 panneaux qu'il y avait de chaque côté de l'entrée de sa baraque. Et ces panneaux ont miraculeusement survécu et ils sont actuellement présentés au musée d'Orsay. Ici, c'est le panneau de gauche et vous voyez donc la Goulue qui danse la danse de l'Almé au centre. Et en partant de la droite, vous voyez un critique d'art fameux de l'époque qui s'appelait Félix Fénéon, avec un petit chapeau rond, en fait, et un manteau à carreaux. Puis vous voyez Toulouse-Lautrec, toujours très petit, avec son petit chapeau melon très caractéristique. Jeanne Avril. Jeanne Avril était une autre danseuse du Moulin Rouge qu'il aimait énormément. C'était une femme très discrète et qui avait une manière de danser merveilleuse. Il a eu certainement un grand rapport affectif avec Jeanne Avril, dont il disait elle danse comme une orchidée en délire. Vous avez de célèbres tableaux de Jeanne Avril, je suis sûr que vous les avez vus en train de danser. Puis vous avez cet homme qui est très massif, avec toujours un haut de forme, c'est Oscar Wilde. Oscar Wilde vivait à Paris à l'époque. C'était donc après son procès, Lautrec avait connu Oscar Wilde à Londres. Il avait représenté, le tableau est maintenant dans une collection américaine, il l'avait représenté pendant son procès. Et puis après ça, il l'a fréquenté pas mal dans les dernières années de sa vie. Tout à fait à l'angle, c'est mon grand-père. Et puis Maurice Guibert, que vous voyez, l'homme que vous avez vu tout à l'heure dans le couloir de l'hôpital Saint-Louis, à qui Toulouse-Lautrec prenait le pouls. C'est donc Maurice Guibert qui est l'homme que vous voyez tout à fait au fond, juste en dessous du pianiste qui est en train de taper sur son clavier pour faire danser la Goulue. La suivante, s'il vous plaît. Et ici, c'est son dernier tableau. C'est tout à fait le dernier tableau de Toulouse-Lautrec, peint en 1901. Il est mort au mois de septembre 1901. Il a quitté Paris au mois de juin, et puis il est mort en fait dans la propriété de Malromé, en Bordelais, où il est enterré d'ailleurs. Et ceci représente son cousin, donc mon grand-père à gauche, Gabriel Tapier de Céléran, en train de soutenir sa thèse de médecine devant le professeur Wurtz, qui est en toge. C'est un tableau très intéressant parce qu'on voit une autre technique, une autre manière et une touche assez différente. On peut se demander, on n'aura jamais la solution, qu'est-ce que serait devenu l'art de Toulouse-Lautrec s'il n'était pas mort à 37 ans et si, comme ses amis, Bonnard ou Vuillard, il avait vécu jusque dans les années 50, en fait, puisque si vous regardez les Bonnard ou les Vuillard du début, ils n'ont pas grand-chose à voir. Je vous incite à voir la magnifique exposition Vuillard actuellement au Grand Palais, et vous voyez l'évolution entre l'époque de la Revue Blanche, l'époque donc des Natanson, la fin du XIXe siècle, et puis l'évolution donc de cet art. Le Vuillard des années 1920 n'est pas du tout le même que le Vuillard des années 1880. Et pour terminer, je voudrais vous lire en fait une citation d'Arsène Alexandre, qui était un critique littéraire du Figaro de l'époque, Figaro illustré, qui avait connu Lautrec et qui décrit assez bien en fait sa véritable psychologie. Et ceci est écrit à peu près 10 ans après la mort du peintre. Lorsqu'à travers les années écoulées, il m'arrive de rendre visite à Lautrec disparu, ma pensée ne retrouve rien que de raffiné, de spirituel et de distingué fièrement. Cette image vraie s'élève au-dessus de toutes les faiblesses humaines auxquelles s'attachent les puritains comme les cyniques. Lautrec n'a été ni le dévoyé que les uns affectent de plaindre,
ni le débrailler que les autres dépouillent avec complaisance de tous ses mérites et de tous ses dons, c'est-à-dire de tout ce qui était bien lui-même. C'était avant tout un esprit charmant, une excellente sensibilité, un homme sincère devant la vie. Le reste n'est que contingence, parfois amusante à la surface, plus souvent douloureuse au fond. Et dû cela paraître très comique à ceux qui ont pu apercevoir Lautrec au bar ou au Moulin Rouge, mais qui n'ont fréquenté ni dans son atelier, ni dans son esprit, ni dans son œuvre, on s'accorde à reconnaître entre ceux qui l'aimèrent bien, en ce peintre de gens et de choses de décadence, une âme joyeuse et candide de primitif. Merci beaucoup de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Bertrand Duvigneau, pour cette remarquable intervention, à la hauteur au moins de ce qu'on attendait, même plus, bourré d'anecdotes et bien sûr de précisions eu égard à vos connaissances et à votre science infuse. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des interventions, des commentaires ? Pas de questions. Vous n'avez pas de questions ? Pas de questions ? Si, moi je vais intervenir, sinon, mais Marthe Coppel. Madame. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il est assez marginal, en fait. Il avait vu la première exposition impressionniste en 1876, il a été assez marqué par ça, et il a pensé à l'époque, en regardant très très bien de très près ces tableaux, on voit une certaine influence. Mais très rapidement, il a fait cavalier seul. Il a fait cavalier seul pour plusieurs raisons. D'abord parce que, je vous disais tout à l'heure qu'il n'intégrait pas le paysage, il n'intégrait pas la nature, donc en fait il était portraitiste, mais il n'était pas non plus un des portraitistes pompiers de l'époque, c'est-à-dire qu'il ne rentrait pas dans le cadre des portraitistes. Donc il avait un rôle un peu, pas un rôle, mais enfin, il avait une manière d'aborder la peinture un peu personnelle. Il ne rentrait pas dans le groupe des Sisley, Pissarro et autres impressionnistes, et d'un autre côté, ou Monet bien sûr, mais d'un autre côté, il n'était pas non plus du tout assimilé ni assimilable aux portraitistes qui, eux, étaient tout à fait d'une autre tendance, si vous voulez, d'une autre. Donc en fait, il n'a pas eu, on peut dire, d'école, il n'a pas eu de successeur, il est contemporain des impressionnistes sans être du tout un impressionniste en fait. Et par contre, il a eu des rapports très proches avec, dans le cadre de la Revue Blanche et des Natanson, avec les nabistes, puisqu'il a connu les nabistes, si vous voulez, il a été ami d'entre eux, certains d'entre eux, et je dirais qu'il a eu une certaine influence sur quelqu'un qu'il a connu, qu'il a rencontré 2 fois, ça m'a été confirmé par Pierre Deck, c'est Picasso. Picasso l'avait vu 2 fois, et Picasso est arrivé à Paris en 1900, et Lautrec est mort en septembre 1901, donc c'était possible. Ils se sont rencontrés 2 fois, et on voit certains tableaux de Picasso tout à fait du début, de 1901, qui sont certainement assez influencés par Toulouse-Lautrec. D'abord, ce sont les mêmes sujets, ce sont souvent le bal du Moulin de la Galette, où vous avez des scènes nocturnes, vous avez des femmes avec des coiffures assez élaborées, et donc certainement, Picasso et Lautrec ont eu un certain rapport à un certain moment. Oui. Ah oui, alors ça c'est vrai, mais ça c'est une autre... Oui. Non. Non, mais Toulouse-Lautrec, c'est sûr que, bon, avant lui, l'affiche existait peu. Il y avait des artistes quand même. Vous connaissez Chéret, vous connaissez sans doute. Bon, il a influencé Steinlen certainement. Mais disons que, en ce qui concerne l'affiche, il y a 2 choses. Il y a un côté technique et il y a un côté effectivement style. Alors, Toulouse-Lautrec, il a eu le génie de simplifier le message. C'est-à-dire qu'il a compris que le message publicitaire, que les gens retiendraient une affiche par sa simplicité.
Et donc, quand on lui a demandé de faire l'affiche pour Aristide Bruand, par exemple, il a tout de suite compris que pour que les gens retiennent Aristide Bruand, il fallait trouver un ou deux détails. Donc, c'était son écharpe rouge et son chapeau noir. Yvette Guilbert, c'était les gants noirs. Il a pour chaque personnage pour lequel il faisait une affiche, il avait donc trouvé cette simplification et cette manière extrêmement moderne, on peut dire, de traiter, à la grande différence, quand on voit l'affiche du Moulin Rouge qu'avait fait Chéret et l'affiche du Moulin Rouge qu'a fait Lautrec en 1891, il y a un monde entre les deux. Alors, deuxièmement, au point de vue technique, il travaillait beaucoup chez les lithographes. Il avait inventé cette technique des aplats, des grands aplats de couleurs. Il a très très bien su, en fait, utiliser, plus qu'utiliser, améliorer et pousser jusqu'à son plus grand raffinement, en fait, la lithographie et le domaine de l'affiche. Et puis, on peut dire aussi qu'il avait, d'une certaine manière, il a su symboliser son époque à travers ses affiches, parce que ces affiches sont à la fois des commandes commerciales, hein. Il ne faut jamais oublier que ce sont des commandes commerciales. Elles lui étaient payées, en fait, les théâtres qui lui demandaient, ou les chanteurs, ou les cabarets, donc lui commandaient des affiches. C'était à la fois elles avaient un but utilitaire, elles étaient mises sur les murs de Paris, et elles servaient à faire la promotion des spectacles qu'elles représentaient. Mais elles sont devenues les symboles et les icônes très rapidement du Paris de cette époque. C'est exactement comme Andy Warhol. Si vous prenez Andy Warhol dans les années 70 à New York, c'est exactement la même chose. Ce sont des multiples, et ce sont des multiples qui représentent la vie new-yorkaise des années 70, en fait, autour de la Factory, et exactement de la même manière que maintenant elles sont devenues le symbole, en fait, du New York des années 70. Bon, le style n'est pas le même. Alors, on peut dire, d'une certaine manière, que dans sa manière d'aborder le sujet, Andy Warhol est un héritier de Toulouse-Lautrec, mais dans le style, c'est pas du tout la même chose. C'est dans ce sens-là que je disais qu'il n'a pas beaucoup de suiveurs, parce que son style est très personnel et sa démarche a été très, très largement suivie. Et par rapport à Daumier, alors, quelles étaient les influences Daumier l'a certainement influencé. Il y a des personnages, des artistes français qui l'ont influencé. Certainement, la caricature chez Daumier l'a certainement influencé, ça c'est évident. Et la personne qui respectait le plus, c'était Degas. C'est sûr qu'il était plus jeune que Degas, il était très impressionné par Degas, et il a rencontré Degas, et Degas est venu dans son atelier. Et Degas était pour lui probablement le grand maître, en fait. Tous les autres, ça lui était complètement égal. Mais Degas représentait beaucoup pour lui. Et quand Degas est venu dans son atelier, on sait qu'il n'a rien dit du tout, il a regardé tous les tableaux, et puis après ça, il lui a dit « Lautrec, vous êtes du bâtiment ». Alors ça l'a beaucoup flatté, parce que Degas lui a fait ce compliment. Oui, enfin, il y en a beaucoup dans les musées. Il y en a pas tellement, il en passe rarement. Le tableau que je vous ai montré, La femme rousse, a été vendu 14 millions de dollars il y a environ 6 ans, en fait. C'est le record pour Toulouse-Lautrec est légèrement moins de 20 millions de dollars, mais on peut considérer qu'il n'est pas passé de grands tableaux importants de Toulouse-Lautrec. S'il passait des grands tableaux achevés de Toulouse-Lautrec, ça ferait certainement davantage. Ah oui, je vous disais tout à l'heure, il y a 10 000 au catalogue raisonné. Oui. Oui. Alors, il y a plusieurs. Il est mort techniquement de tuberculose à la fin. Il a une tuberculose, mais il était affaibli à la fois par son alcoolisme. On a dit qu'il avait aussi la syphilis. En fait, il a eu un certain nombre de maladies qui se sont accumulées. Et les derniers mois, il a eu la tuberculose. Mais il n'est pas mort du tout de sa maladie osseuse, qui n'était pas du tout une maladie mortelle. Enfin, c'est une maladie qui l'a déformé, mais ce n'était pas du tout une maladie mortelle. Il disait lui-même, d'ailleurs, il ne s'est jamais arrêté de boire, et il disait « je suis un suicidé moral ». En fait, il savait très bien qu'il allait hâter la fin de ses jours en buvant. Justement, par rapport à ça, moi je me demandais un peu la place de la mort dans cette œuvre. Effectivement, enfin, vous avez répondu, est-ce qu'il pouvait avoir une espèce de conscience comme ça d'une vie nécessairement éphémère, et on a dit que notamment les estampes japonaises, leur côté éphémère avait pu influencer les affiches. Et est-ce que finalement cette espèce d'urgence absolument à créer, cette rapidité, cette urgence à vivre, pouvait être liée à une certaine conscience comme ça d'une chape mortelle au-dessus de sa tête? Enfin,
Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mort jeune. Alors, évidemment, après, a posteriori, on peut reconstituer ça. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à 1899, il ne se voyait pas du tout malade. Enfin, il voyait bien qu'il était infirme, ça, il voyait très bien. Mais il ne voyait pas. À partir de cette crise très violente, ça vient un peu basculer. Hein. L'année 1900 et l'année 1901 sont des années un peu différentes, en fait. Alors là, peut-être à ce moment-là, il a commencé. Ce qui est intéressant, c'est de voir les tableaux qu'il y a à Bordeaux. Il a représenté une scène une pièce de théâtre qui s'appelait Messaline, qui a été donnée au Grand Théâtre de Bordeaux, et qui sont des tableaux très, très différents de ce qu'il a fait auparavant. Très sombre, voilà. sombre. Et vous avez vu, l'examen à la faculté de médecine est aussi également très, très sombre. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est assoiffé de vie. Alors, on a beaucoup parlé aussi de cette virilité hors du commun, cette consommation sexuelle. Oui, on l'appelait la cafetière. Et puis, on a l'impression qu'après, ce mouvement s'arrête et que les choses se concentrent effectivement dans cette espèce d'antre maternel de la maison close, sans réel passage à l'acte, mais en tout cas avec une consommation artistique, enfin une production artistique très Moi, je crois que tu effrénée. passais à l'acte beaucoup, au contraire. Ah oui, Qu'est-ce d'accord. que vous en savez? Ah non, c'était une supposition, je vais vous demander, mais si, c'est vrai qu'on a dit effectivement. Mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il était, par rapport à sa période des maisons closes, il était très intéressé par le lesbianisme. Ces femmes, dans le livre, ce sont deux femmes. Alors, c'est assez drôle, mais il y a quelques années, Sotheby's a essayé de vendre à New York un grand tableau qui appartient à Maurice Reims, qui est très célèbre, et qui représentait deux femmes dans un lit. Et ils avaient dit, parce qu'ils pensaient que le marché américain serait plus réceptif, que c'était un homme et une femme. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'était en fait deux femmes. Et en fait, il n'a jamais représenté des hommes, un homme et une femme dans un lit. Et ce qui est très intéressant dans son œuvre, et ça c'est par rapport à sa conception de la virilité, c'est que l'homme est toujours habillé, non seulement habillé, mais très souvent avec son chapeau sur la tête et avec ses gants, et qu'en fait les femmes sont nues ou en déshabillé. Et en fait, les hommes sont toujours habillés, et souvent avec un chapeau en fait. Et donc, il avait une sorte de... Pour lui, l'homme devait être grand, et il le rallongeait en plus avec son haute forme, en fait. Et la femme, donc, nécessairement nue, alors qu'on voit que sa mère est systématiquement extrêmement couverte, très boutonnée. Très boutonnée, Oui, tout à fait. très stricte et très croyante, très pratiquante. Monsieur? Une première question. Est-ce que Toulouse-Lautrec, je dirais pour le grand public, est-ce qu'il n'est pas resté le peintre des affiches, qu'on l'aurait un peu enfermé dans cette espèce de postérité que par les affiches, et il serait peut-être une question moins connue pour ces autres tableaux. Et deux remarques à propos des tableaux que j'ai vus, que je ne connaissais pas, qui moi m'ont touché. La première, c'est cette femme assise, ce nu de dos, que vous avez montré tout à l'heure. Et voilà voilà un tableau, la posture, vous l'avez dit, le peintre tourne le dos aussi, lui, il y a quelque chose, la sexualité, la vie, etc. Donc ce tableau est très, très intéressant, me rappelle aussi certains nus d'Egon Schiele, mais ça c'est une ressemblance. Donc un premier tableau qui m'a touché, et peut-être celui que j'ai trouvé, dans lequel j'ai trouvé énormément d'intensité dramatique, c'est peut-être le dernier. J'ai eu l'impression de voir, c'est ce que j'ai vu quand vous avez montré le tableau, cette scène du passage de Thèse. J'ai l'impression que là, comme s'il faisait un espèce de procès de la représentation sociale. Le tableau, je le trouve sinistre, lugubre et d'une intensité terrible. C'est-à-dire qu'on voit cet homme avec cette robe, j'ai l'impression qu'il a un regard, c'est dommage qu'on ne puisse pas la revoir, il a un regard un peu d'un juge. La personne qui est en face baisse les yeux et la troisième personne est à côté. On a l'impression que les trois personnages sont seuls. C'est étonnant ce tableau, vous voyez. Tout à fait. Si vous voulez, c'est pas vraiment une question, mais pour dire qu'il est connu par les affiches, si vous voulez, et les lithographies, c'est sûr, parce que c'est lié au phénomène de la reproduction. Si vous voulez, les affiches de Toulouse-Lautrec, on en vend dans toutes les rues, dans tous les aéroports du monde, parce que c'est facile à reproduire, et il y en a sur des torchons, sur des cigares. Bon, c'est beaucoup plus difficile de reproduire des véritables tableaux, si vous voulez. Alors Toulouse-Lautrec, je vous disais tout à l'heure, c'est en cela qui est très moderne, comme Andy Warhol. Et il se prête par ses affiches extrêmement bien à la reproduction. Qui dit reproduction dit diffusion grand public, si vous voulez. Alors que les tableaux, vous voyez beaucoup moins souvent
Giotto ou des Gainsborough sur des torchons, en fait. Mais donc, en fait, Toulouse-Lautrec, il est très, 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 très populaire à cause de ça, mais c'est de la rançon de la gloire, si vous voulez. En ce qui concerne son œuvre picturale, qui est effectivement moins connue, elle a été quand même très étudiée et très présentée, notamment au moment des grandes expositions à Londres et à Paris en 92, et puis d'autres expositions. Et en ce qui concerne son dernier tableau, c'est effectivement très intéressant parce qu'il y a une intensité et une manière de peindre qui est presque expressionniste. Vous avez tout à fait raison de parler d'Egon Schiele. On peut se demander s'il ne serait pas devenu un expressionniste, en fait, s'il avait vécu. C'est très expressionniste, ce tableau. C'est tout à fait exact. On voit déjà l'expressionnisme allemand qui n'est pas très loin, en fait. Et c'est aussi influencé par Goya. Enfin, c'est tout à fait autre chose de ce qu'il faisait avant, en fait. Et Egon Schiele reconnaissait une influence directe, il avait une vénération pour Toulouse-Lautrec, il l'a dit et écrit. Ouais. Manuel connaît bien. Mais c'est vrai que par rapport à ces affiches, ça me fait de nouveau, je repense aux estampes japonaises qui servaient aussi à empaqueter la vaisselle. Enfin, il y a quelque chose comme ça, d'un usage éphémère, reproductible à l'infini, par Lito, qui a été tout à fait repris. Ah, ben, je peux vous répondre très facilement sur ce sujet. Il n'avait pas d'enfant, et donc quand on meurt sans enfant, ce sont vos parents qui héritent. Donc ses parents héritaient de lui, et l'ensemble de son œuvre était gardé dans son atelier, et donc la moitié appartenait à son père, l'autre moitié à sa mère. Et puis, donc je vous ai dit que les lithographies ont été données, mais les lithographies sont des multiples. Un des tirages des lithographies a été donné à la Bibliothèque nationale par sa mère, avec l'accord de son père. Et puis le reste a été mis en garde-meuble jusqu'à créer un musée, en fait. Dès le début, ils ont eu le projet de faire un musée. Ils n'ont jamais pensé à garder un certain nombre de ces œuvres. Et puis, la guerre de 14 est arrivée. Son père est mort en 1913. Et les héritiers de son père étaient mon grand-père et tous ses frères et sœurs. Donc il y avait donc comme propriétaire de l'œuvre, de l'essentiel du contenu de Toulouse-Lautrec, il y avait donc sa mère, qui avait la moitié, et l'autre moitié était propriété de mon grand-père et de ses frères et sœurs. Et sa mère et mon grand-père ont décidé délibérément de donner tout cela à la ville d'Albi en 1930. Donc ils ont donné 600 tableaux, dessins, lithographies à la ville d'Albi en 1930. 1922 exactement. Voilà. Donc il faut aller voir le musée Toulouse-Lautrec. Voilà, il faut aller voir le musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Non, non, il a écrit. Non, rien du tout. Il a écrit des lettres. Vous connaissez les lettres, elles ont été éditées chez Gallimard. Enfin bon, elles ont été éditées plusieurs fois, mais il n'a pas écrit il n'a rien écrit du tout. C'était pas un penseur, Toulouse-Lautrec, qui s'exprimait par son dessin, par son trait. Je pense pas que c'est quelqu'un qui aurait eu la patience ni l'idée d'écrire des livres. C'est pas du tout sa psychologie, à mon avis. Il a participé à beaucoup d'expositions à Bruxelles. Il était présent dans des expositions, le Salon des Vins à Bruxelles. Il a vendu des tableaux de son vivant. Il a quand même quelques clients qui lui avaient acheté des tableaux. Et puis, il avait une reconnaissance pour ses affiches et ses lithographies. Ça marchait très, très bien. Et il était très fier de gagner de l'argent et de le dire. Il était très, très fier d'être un petit peu autonome grâce à son... Mais il n'était pas... vous savez, c'était pas un peintre maudit, mais c'était quand même un peintre qui faisait scandale. Parce qu'il faut quand même penser qu'à l'époque, c'était pas non plus quelqu'un qui était reconnu. D'abord, son art était assez audacieux par son trait, mais il était surtout assez choquant par ses sujets, en fait. Et en fait, il n'était pas du tout reconnu comme... C'était pas du tout un peintre... On ne faisait pas d'exposition de Toulouse-Lautrec, en fait. La première exposition très très importante, c'est en 1938. En fait, on a fait une exposition en 1938 à New York, à la galerie Knoedler,
qui est une des grandes galeries de New York. Et à partir de ce moment-là, il a été vraiment connu dans le monde entier. Mais la première exposition importante, c'est la galerie, l'exposition de 1938 à New York, en fait. J'ai connu John Rewall, qui l'avait organisé, qui était le grand spécialiste de Cézanne, en fait, et qui m'avait raconté dans quelles conditions il avait fait la première exposition de Lautrec en 1938 à New York. Ah si, il avait quand même, il travaillait pour Maurice Joyan, qui lui-même était associé de la galerie Boussu-Valadon, et puis après ça Goupil. Il avait quand même des marchands. Si, il avait des marchands. Non, il vendait et il avait des marchands quand même. Mais il n'était pas reconnu comme peintre, il était reconnu comme affichiste et lithographe en fait. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Autre chose à ajouter? Non, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie beaucoup. Très intéressant, merci beaucoup. Et puis, merci.